La pause café avec Fanny Griesmer. On ne reste pas en France, Fanny, aujourd'hui, on voyage. Oui, on voyage au pays du travail. Totalement. On commence par quel pays? Le Royaume-Uni? Exactement. Et oui. Où des femmes discriminées à cause de leur ménopause poursuivent leur employeur en justice. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prendrait de l'ampleur ces derniers mois. Selon le quotidien britannique The Guardian, de plus en plus de femmes poursuivent leur employeur en justice en dénonçant des discriminations, du harcèlement ayant conduit à un licenciement abusif, et cela en raison des symptômes, des manifestations gênantes sur le lieu de travail liées à la ménopause. Et c'est inédit au Royaume-Uni. 5 affaires liées à la ménopause ont été jugées devant l'équivalent de nos prud'hommes en 2018, 6 en 2019, 16 en 2020, et il y en a déjà eu 10 au cours du premier semestre 2021. Alors, quand on parle de manifestations gênantes, il convient de rappeler que la ménopause est un cap difficile à passer pour de nombreuses femmes, car les symptômes sont nombreux, parfois handicapants: bouffées de chaleur, rougeur au visage, au cou, sueur, frissons quand ce ne sont pas des insomnies, des maux de tête, une humeur irritable, de la fatigue, beaucoup de fatigue, des difficultés à se concentrer, perte de mémoire, douleurs articulaires. Bon, vous l'aurez compris, c'est compliqué de vivre le quotidien au bureau, surtout qu'aujourd'hui, la majorité des femmes sont professionnellement actives au moment de la ménopause. Donc, c'est très compliqué de vivre ce cap et de mener en même temps une vie professionnelle. Et le sujet reste tabou en entreprise. Voire une source d'embarras, même au-delà, une menace pour de nombreuses femmes qui préfèrent alors subir ces maux en silence. Peut-être aussi parce que la ménopause, ça marque une chose: l'entrée dans la catégorie des seniors. Et oui, il n'en reste pas moins que ces bouleversements impactent largement la vie professionnelle des quinquagénaires. Les chiffres, vous allez le voir, ont de quoi donner le vertige. Selon une étude menée au Royaume-Uni, le pays perdrait 14 millions de journées de travail par an en raison de la ménopause. 30% des actifs concernés se mettraient en arrêt maladie chaque année à cause des symptômes de la ménopause. Pire, une femme sur 4 en ménopause envisagerait de quitter son emploi. Alors, le sujet est pris très au sérieux au Royaume-Uni. Une commission parlementaire dédiée a été lancée l'été dernier sur le sujet. Une enquête pour vérifier si les lois, mais aussi les pratiques d'entreprise soutiennent les femmes durant leur ménopause. Une loi qui imposerait peut-être aux employeurs d'adopter une politique sur la question. Ces dernières années, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas attendu la loi pour se pencher sur la question et ont pris déjà des mesures pionnières en la matière. La chaîne de télé Channel 4 qui s'est engagée à soutenir ces femmes. Parmi les mesures, on a par exemple la possibilité d'aller travailler dans un espace plus frais, des horaires flexibles, ou bien encore la possibilité de poser des congés sans avoir peur de se faire discriminer par leur employeur. Très bonne action de cette chaîne. On continue, on revient en Europe avec le Portugal. Et on parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail. Le travail à distance. Qui reste d'actualité à la faveur de la pandémie. Le Parlement portugais a adopté début novembre une loi pour tenter de contrer, je cite, la culture de la disponibilité permanente et garantir donc le droit à la déconnexion pour tous. Une déconnexion que le télétravail semble avoir mise à mal ces derniers mois. Le principe n'a pas été retenu en tant que tel. En revanche, les employeurs portugais ont désormais l'interdiction formelle de contacter leurs employés après leurs heures de travail, donc durant leur temps de repos. Exit donc les mails, les SMS, les appels, sauf en cas de force majeure. Enfreindre cette règle expose donc les employeurs à une amende qui peut s'élever jusqu'à 9 690 €. Oui, cette infraction est considérée comme grave. Mais attention, la nouvelle règle ne s'applique pas seulement aux télétravailleurs, mais à tous les travailleurs de toutes les entreprises d'au moins 10 salariés. Et ça ne s'arrête pas là. Non, alors ça va beaucoup plus loin. Il y a d'autres mesures destinées à faciliter le travail à la maison. Parmi elles, on retiendra par exemple la prise en charge des factures d'électricité et Internet des salariés en télétravail, ou encore l'obligation d'organiser des réunions en présentiel au moins tous les 2 mois. L'objectif, bien sûr, c'est de lutter contre l'isolement des personnes qui travaillent à la maison. Puis il y a aussi ce droit automatique qui est offert aux parents d'enfants de moins de 8 ans, le droit de travailler depuis chez eux sans demander l'autorisation préalable à leur employeur. Alors,
on retraverse l'Atlantique, on va aux États-Unis. Là, c'est un rapport au télétravail, mais c'est intéressant, on en avait parlé, je crois, sur un débat. C'est le télétravail. Et on fait quelque chose à côté, on bosse à côté. Et on bosse à côté. On multiplie au final les temps pleins. C'est vrai que le télétravail offre davantage de flexibilité, notamment d'un point de vue organisationnel. Certains salariés ne sont jamais revenus au bureau aux États-Unis. Un full remote, donc à la maison, mené à l'abri des regards, notamment celui de son employeur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut travailler potentiellement pour un autre employeur en parallèle, mener en quelque sorte une double vie professionnelle sans que l'un et l'autre employeur ne soient au courant. Choix courageux, motivé bien évidemment par la possibilité d'avoir un salaire qu'on double à la fin du mois. Je dis bien courageux parce que finalement sur le papier, si la technique semble assez judicieuse, voire lucrative, dans les faits c'est surtout beaucoup de stress. Il s'agit de réussir à croiser les agendas, de jongler entre les différentes tâches, les appels aussi parfois de leurs différents patrons, et cela sans se faire démasquer. Alors rassurez-vous, la plupart de ces slasheurs nouvelle génération n'ont pas besoin de travailler jour et nuit pour venir à bout de leur charge de travail. Beaucoup se sont aperçus finalement qu'ils n'avaient pas besoin de 40 heures pour abattre tout leur travail. Ils n'ambitionnent pas non plus de devenir des employés modèles. Le procédé aurait surtout beaucoup de succès dans certains secteurs, celui notamment de la tech, de la banque ou de l'assurance. Donc il ne s'agit pas de se dédoubler pour essayer de joindre les deux bouts. C'est légal aux États-Unis ? Parce qu'en France, c'est un débat. Alors elle n'est pas totalement interdite, je m'explique. Il n'y a pas de loi qui limite le temps de travail aux États-Unis, contrairement à la France. La France, où je vous rappelle que c'est 48 heures le maximum. En revanche, il peut se poser des problèmes d'ordre plutôt contractuel, notamment les clauses de confidentialité. Et là, si vous faites démasquer, effectivement, ça peut entraîner un licenciement. En tout cas, si le poteau rose est découvert par l'un ou l'autre de vos employeurs. Alors, pour s'en prémunir, il est conseillé de ruser. Et pour ça, il y a des sites internet qui ont vu le jour aux États-Unis où l'on vous donne des trucs et des astuces pour que ça passe sans aucun souci. Parmi ces astuces, comment gérer son profil LinkedIn ? Oui, quand on occupe 2 emplois alors qu'on est censé en avoir qu'un seul. Comment décliner aussi poliment les demandes de ses collègues ? Décliner aussi potentiellement une réunion qui se calerait au moment où vous avez déjà une réunion pour l'autre employeur. C'est embêtant. Tout aussi pratique et utile, si vous n'y pensez pas, avoir 2 ordinateurs portables, l'un pour chacun de vos employeurs, et puis aussi des couleurs différentes dans les agendas pour éviter de se mélanger les pinceaux. Le Japon, toujours en avance sur le robot. On en a d'ailleurs parlé hier du Japon. Non, on va en parler surtout lundi, je crois. On en parlera lundi. Oui, c'est les émissions. Non, mais effectivement, alors là, ça tue votre chronique, en fait, parce qu'on va finir par avoir un robot pour faire la pause café. Peut-être bien, qui sera bien meilleur que moi, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ou alors mais c'est tragique. À distance, et c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est vrai qu'on se pose tous la question, est-ce qu'un jour, un robot va me remplacer ? Au Japon, et plus précisément à Tokyo, dans le café Dawn, ces machines intelligentes ne remplacent pas les humains, non, elles favorisent le lien en offrant un emploi à des personnes malades ou en situation de handicap. À distance, souvent d'ailleurs depuis chez eux, ces employés contrôlent leur alter ego robotique grâce à une télécommande. Nous allons les voir, ces petits robots, ils sont très mignons, des robots serveurs, oui, puisqu'on est dans un café. Ils mesurent 1,20 m de hauteur, ils peuvent gérer l'accueil des clients, la réception des commandes, mais également le service et le débarrassage. Summum de la technologie, ils sont personnalisés, vous allez voir. Ils ont un petit, comment on appelle ça, une petite carte d'identité là, autour du cou. Voilà, si les robots ont un cou. Personnalisé. Et en plus, ils disposent d'une caméra et d'un micro, ce qui permet à la personne qui est chez elle de pouvoir interagir directement avec le client. Directement. Moi, je vois un petit foulard, Fanny. Oui, voilà, peut-être personnalisé. Oui, ils sont assez élégants.
souvent. On va mettre une perruque blonde peut-être sur un robot. Pourquoi pas, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, le dispositif a été expérimenté en 2018, ça fait quand même 3 ans, mis en place pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était l'été dernier. L'occasion bien sûr d'attirer événement international, l'occasion d'attirer l'attention sur les progrès du Japon en matière d'inclusion et d'accessibilité. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis, ces robots ont investi d'autres lieux, notamment des grands magasins, des stations dans les transports en commun, les bureaux aussi des entreprises à travers le Japon. Et là, le Japon qui tente tant bien que mal, comme en France aussi, de lutter contre une chose, la pénurie de main-d'œuvre. Merci Fanny. Vive les humains. Et oui, et les robots aussi. Et pour faire des chroniques, ça sera lundi, en effet, l'émission sur les robots. Merci d'être venu nous rendre visite pour ce petit tour d'Europe et des États-Unis. On fait une courte pause, on s'intéresse aux travailleurs indépendants. Ce ne sont pas des salariés, ils n'ont pas le même statut, ils ont choisi la liberté, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. C'est compliqué le statut d'indépendant parce qu'il faut évidemment financer sa protection sociale. C'est un sujet, on en parle avec, justement, devinez quoi, avec des travailleurs indépendants. Ils en ont fait des petites séries, des mini-films. On les accueille.